Bonsoir à tous et merci de répondre présent au grand rendez-vous ce soir. Jusqu'à 21h30, nous aurons à parcourir 4 plateaux en plus du journal qui viendra à 19h45 exactement. Rubéole, financement de start-up, promotion du Made in Bénin et pourquoi pas une banque agricole. Voilà donc les thèmes que nous aurons donc à aborder ce soir sur ce grand rendez-vous qui démarre par la météo. Vous êtes bien sûr sur le grand rendez-vous numéro 3 pour le compte de cette semaine-ci. La maladie de la rubéole s'apparente à celle de la rougeole, mais est plus grave que la rougeole, selon donc les spécialistes. Rougeole et rubéole étant devenues donc ces derniers temps-ci des épidémies. Nature et bien-être va nous exposer le cas de la femme enceinte atteinte de la rubéole et puis les effets, bien sûr, de cette maladie sur son foetus. Financer une entreprise en devenir, ce sont ce qu'on appelle les start-up, les entreprises en devenir, mais cela demande plus d'assurance. Mais comment véritablement motiver le financement d'une start-up au Bénin? Réponse d'un analyste, programmeur, développeur qui vient nous partager avec nous, si vous voulez, donc son expérience. Et l'une des clés de la promotion des produits béninois est la mise en exergue de l'excellence. Et c'est ce que vient nous démontrer tout à l'heure le coach Géraud Popola, qui a promis donc qu'on fait cette démonstration sur la rubrique expert de ce grand rendez-vous. Et n'oubliez surtout pas que la question de la création d'une banque agricole au Bénin reste et demeure intacte. On ramène bien sûr cette question sur tapis, sur le monde agricole ce soir avec une interrogation. Qu'est-ce qui va véritablement changer dès que ce souhait des acteurs agricoles sera comblé, c'est-à-dire la création d'une banque agricole au Bénin? L'invité de Marcel Betoro va y répondre dans un instant sur ce grand rendez-vous qui va vous offrir le journal à 19h45, vous le savez très bien. À la présentation ce mercredi soir, Nadège Sani. Bonsoir Nadège. Bonsoir Siom Gaba. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45 pour le développement de quel titre? Merci à vous, Siom Gaba. Dans cette édition du soir, vous suivrez le compte rendu de la séance de travail des acteurs de la santé
pour l'éradication de la tuberculose dans les pays africains. La séance se tient à Cotonou. Le commerce inclusif représente de nombreux avantages pour les populations. Le directeur départemental de l'industrie et du commerce de l'UEME nous donnera plus de précisions dans cette édition du soir. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement dans les secteurs économiques. Les musiciens entreprennent eux aussi et sont d'ailleurs les premiers à vivre de leur art. L'entrepreneuriat chez les femmes musiciennes à suivre à 19h45. Musicienne, ça me fait penser à la grande sœur Angélique Ekido, qui fait qu'on connaît beaucoup plus le pays. En tout cas, on verra tout ce qui se fait quand une femme crée une entreprise musicale, comment ça se passe à son niveau. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45. Donc, on continue avec vous, chers téléspectateurs. On ouvre les plateaux à présent et c'est tout de suite Monde agricole. Monde agricole se résume juste à une seule interrogation. Qu'est-ce qui va changer quand une banque agricole sera vraiment créée au Bénin? Ah oui, ça demande à parcourir beaucoup de paramètres, à mettre en pratique beaucoup de technicité aussi. On aura le temps de vous les détailler dans un instant avec l'aide de l'expert de ce monde agricole. Mais on suit d'abord ce reportage et on revient. Aujourd'hui, dans le monde agricole au Bénin, les défis sont multiples. Au nombre de ceux-ci, la question du financement. Pour produire, transformer, acheminer leurs produits sur les lieux de vente, les producteurs fonctionnent bien souvent sur fonds propres. Adopter une bonne politique de financement serait une solution pour aider ces acteurs souvent financièrement essoufflés. La création d'une banque agricole ou d'un fonds de développement agricole se pose désormais comme impératif. De cette condition dépendrait une bonne préparation des campagnes agricoles. Les exportateurs, quant à eux, vont se réjouir d'un soutien financier disponible. Les transformateurs des produits agroalimentaires vont bénéficier de financements nécessaires pour la matière première et pour mettre en place l'équipement technique adéquat indispensable à une transformation de qualité. Les exportateurs, quant à eux, vont se réjouir d'un soutien financier disponible. Les transformateurs des produits agroalimentaires vont bénéficier de financements nécessaires pour la matière première et pour mettre en place l'équipement technique adéquat indispensable à une transformation de qualité. Les petites entreprises agricoles en milieu rural vont alors se positionner sur les marchés de consommation régionaux et nationaux. La création d'une banque agricole va aussi encourager plus de jeunes à entreprendre dans le secteur agricole. Elle va permettre aussi de rassurer les investisseurs. Pour rappel, le secteur agricole a contribué à environ 20% du PIB en 2017, selon le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Oui, on verra bien sûr ce qui va véritablement changer au Bénin quand on va y créer une banque agricole. Et pour donc voir tout ça, on a invité sur ce plateau M. Oséas Guédezoumen, qui est financier. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir, Marcel Betoko. Bonsoir, Hassim Gaba, amis téléspectateurs, bonsoir. Ah oui, c'est vous qu'on verra désormais à l'animation de cette rubrique Monde agricole. Et on a suivi tout à l'heure votre commentaire sur Image et vous nous démontriez, vous nous exposiez et donc les avantages liés à la création d'une banque agricole au Bénin. Mais on verra ce qui va changer quand on va créer une banque agricole au Bénin.
Merci beaucoup Assum Gaba d'avoir si bien planté le décor. Alors, je me tourne vers notre invité, M. Oséas Guédezoumen. Lundi dernier, sur ce même plateau, nous avons reçu un producteur qui, selon lui, affirme qu'il est nécessaire de créer une banque agricole pour le secteur. Selon vous, est-ce que cette faisabilité est d'actualité ou est-ce qu'il faut réellement créer une banque agricole aujourd'hui? Merci. Je pense que ce producteur manifeste un besoin qui existe depuis longtemps, qui n'est pas encore satisfait. Cela vient à point nommé et le gouvernement, dans son plan d'action, a prévu cela. J'espère que cela viendra après le fonds. Donc oui, pour la création d'une banque agricole. Oui, pour la création d'une banque agricole. Pour le moment, c'est un fonds qui est en place. Oui, oui. Est-ce que ce fonds ne joue déjà pas un rôle d'une banque agricole? Non, aujourd'hui, vous verrez qu'il y a le fonds national de la microfinance. Oui. Ça n'empêche pas les SFD de développer la microfinance. Le fonds doit venir en accompagnement des banques en réalité. Ok. Alors, si on devait aller à la création d'une banque agricole au Bénin, quelle serait la particularité de cette banque-là? Puisqu'il y a assez de banques aujourd'hui, pourquoi une autre banque et quel serait réellement le travail qui sera fait à ce niveau? Oui, cette banque sera spécialisée dans le financement de l'agriculture. Les banques de la place, les banques commerciales, privilégient les activités commerciales généralement. Donc, même le taux qui est offert par rapport au crédit, c'est un taux beaucoup plus élevé pour l'accès au crédit agricole, qui demande plus de temps et un faible rendement. Donc, les producteurs ont besoin de temps, ce que les banques commerciales n'offrent pas. Ok, il y a déjà le facteur temps. Le facteur temps, oui. Le taux qui est élevé, le taux de crédit des banques commerciales qui est un peu élevé. Et ensuite, bon, il y a aussi la difficulté que rencontrent nos entrepreneurs jeunes qui viennent dans le secteur agricole. Par exemple, quand vous parlez de difficultés... Notamment l'offre de garantie ou la demande de garantie que la banque exige. Okay. À ce niveau déjà. Ils n'ont souvent pas les moyens. Ils n'ont souvent pas les moyens. Le fonds, par exemple, pourrait accompagner en se portant garant pour ces jeunes, pour que les institutions ou les banques les accompagnent. En quelque sorte, le fonds se positionne comme une institution de subvention, pour les agriculteurs bien déjà. Sûr, bien sûr. Vous avez cité beaucoup de difficultés. Est-ce qu'à l'arrivée, avec l'arrivée d'une banque agricole, ces difficultés-là seront apurées, seront effacées désormais? Il n'y a rien comme ça. Bon, c'est vrai, ça va diminuer, ça va venir résoudre un tant soit peu beaucoup de problèmes dans le secteur. Oui. Mais les difficultés persisteront, mais ils devront les surmonter. Vous avez parlé du taux, vous avez parlé du facteur temps, oui. Vous avez parlé également de la garantie. Est-ce que les banques agricoles n'exigent pas aussi bien sûr. Ces paramètres-là? Bien sûr. Le fonds existant déjà, par exemple, quand je prends la garantie, oui. Le fonds peut se porter garant des jeunes entrepreneurs agricoles. Oui. Donc, déjà, voilà un problème qui est réglé. Oui. En se portant garant pour un entrepreneur, on donne un papier qui dit, bon, parce qu'il bénéficie d'un accompagnement préliminaire avec nous, nous le suivons, nous l'appuyons en conseil, nous pouvons nous porter garant pour celui-là. Donc, donnez-lui le financement, nous le suivons pour que là, on peut l'accompagner. On lui donne le financement, on sait qu'il n'ira pas gaspiller l'argent ou ne va pas dilapider. Alors, moi, ma question est de savoir, déjà, comment faire pour garantir une survie? Parce qu'il ne faut pas seulement créer la banque, il faut penser également à la survie de cette banque-là. Quelles sont aujourd'hui les dispositions ou qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que la création d'une telle banque pourrait réellement dans le temps tenir? C'est le besoin sur le marché, en fait, qui va déterminer la survie de cette banque. Et le besoin existe. Aujourd'hui, on n'a pas encore de véritables entreprises agricoles au Bénin. Il faut, parce que le marché est là, mais nous ne satisfaisons pas suffisamment le marché. Et tant national que sous-régional. Le besoin est là. Donc je pense que cette banque viendra ouvrir même la porte aux entrepreneurs agricoles de développer un peu
le secteur. Non, mais qu'est-ce qui empêche la création d'une banque agricole au Bénin depuis, puisque c'est un souhait, c'est un désir nourri par les acteurs. Est-ce parce qu'il y a déjà des fonds? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a déjà des crédits? La création d'une banque ne se fait pas comme une entreprise. Ah, ok. Donc il y a beaucoup. Les préparations, ça peut se faire, on peut préparer la création d'une banque sur 5 années. Hein. Oui, ce n'est pas seulement disposer des fonds, non. Il y a des autorisations préalables, des demandes de caution, la Banque centrale devra aviser, le conseil d'administration, ainsi de suite, Alors, les participants. Si tous ces aspects sont réunis et que la banque est créée, on suppose qu'elle est créée, qui sont ou qui seront les bénéficiaires immédiats? Parce que tout le monde ne peut quand même pas aller vers une banque. Il ne suffit pas d'être acteur du secteur agricole pour bénéficier justement des services de cette banque-là. Oui, comme je le disais, le fonds est en train de faire un travail d'appui aujourd'hui au secteur agricole. C'est déjà de donner les outils de gestion à ces acteurs. Comment gérer une entreprise, ainsi de suite. Et quand ils seront constitués tels quels, ils pourront se présenter vers les banques. Les banques vont facilement accompagner si les garanties nécessaires sont accordées. Alors déjà, nous savons que dans le contexte béninois, la plupart des banques sont des innovations du secteur privé, d'accord? Sont des initiatives, je vais dire, du secteur privé. Est-ce que cette banque agricole doit ressortir du pouvoir public? Est-ce que ça ressort des compétences du pouvoir public ou est-ce encore une association du secteur privé ou des institutions privées? Je dirais des deux. Des deux, parce que les investisseurs aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure du taux qui est appliqué, par exemple, le taux élevé pour les banques commerciales ou pour les activités commerciales. Du coup, on sait que pour les activités agricoles, le taux sera un peu plus bas. Les investisseurs sont à la recherche du gain. Exactement. Donc, s'il n'y a pas un accompagnement, en fait, de l'État, s'il n'y a pas un concours financier subséquent de l'État, l'investisseur ne voudra pas s'avancer sur cette parce que lui, il ne met pas de l'argent pour les beaux yeux. Même si le secteur en a besoin, si lui il met, il doit rentabiliser cela. Donc l'État devra subventionner cette banque qui, à son tour... Pas subventionner, mais participer... à sa création. Être actionnaire, peut-être? Oui, actionnaire, même peut-être majoritaire. Okay. Majoritaire. Mais cela n'empêchera pas, ça ne veut pas dire que l'État va prendre le contrôle. C'est bien de laisser les banques aux mains des privés pour la gestion, pour une meilleure rentabilité. Pour une meilleure rentabilité. Et vous pensez que, vous pensez que cette banque-là va effacer déjà les institutions qui existent et qui font peut-être un travail pas des moindres dans ce secteur? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, les institutions qui existent ont un rôle. Quand je prends par exemple le fonds de développement agricole, aujourd'hui, ce fonds devra même, dans ses rôles, accompagner les banques primaires qui existent ou les banques commerciales, ou si même il y avait une banque commerciale qui se créait, ce fonds a l'obligation d'accompagner même ces banques-là. Donc, il ne vient pas, la banque ne vient pas sursoir au rôle des autres institutions. Le fonds pourra se constituer en garantie auprès de la banque en faveur des acteurs. Tout à fait. Voilà. Mais est-ce que ça ne pose pas aussi un problème de recensement des acteurs? Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît le nombre effectif de tous ceux-là qui sont dans le monde agricole? C'est un besoin. Ce que vous venez d'évoquer est un besoin pour le secteur. Parce que ça permettra à solutionner beaucoup de choses. Déjà, même les acteurs, entre eux-mêmes, par des partages d'expériences, on ne se connaît pas. Donc, ils pourront se présenter également en groupe fort pour les intrants, l'acquisition des intrants dans le secteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes Ozias Guédé-Zoumé, vous êtes financier et avec vous, nous avons abordé la question de la création, possibilité de la création d'une banque agricole. Il faut juste se rappeler à nos chers amis téléspectateurs, surtout à ceux du monde agricole, que c'est faisable
Si je me réfère au propos de l'invité, c'est faisable, mais il faut encore mûrir les paramètres, il faut encore bien élaborer des stratégies pour accompagner le fait. Merci à Sion Gaba. Merci beaucoup à vous, Marcel Betoro. Merci également à vous, Monsieur Guédezoumen. À très très bientôt. Merci. On comprend tout simplement qu'on en a véritablement besoin et que déjà le fait d'avoir créé déjà un fonds est un signe avant-coureur de la création d'une banque agricole. On espère bien cela et très tôt pour que notre économie, étant en majeure partie basée sur l'agriculture, puisse se porter mieux. Le grand rendez-vous va continuer, va recevoir pour vous, chers téléspectateurs, l'expert. Avec lui, on parlera de la promotion du Made in Bénin à travers la mise en exergue de l'excellence. C'est l'expert. C'est une des clés, je dirais, c'est une clé que nous offre l'expert de ce grand rendez-vous. Il s'agit bien sûr du coach Jérôme Popola. Bonsoir. Bonsoir, Sion. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, venir offrir cette clé, surtout aux producteurs béninois. Oui. C'est-à-dire ceux-là qui font quand même des choses qui répondent de notre pays, de notre nationalité, de notre identité, le Bénin, Made in Bénin, la clé pour donc faire davantage sa promotion, pour que ce produit-là puisse davantage être consommé par les Béninois. Vous dites qu'il faut passer par la promotion de l'excellence. Et pourquoi? Merci beaucoup, Sion. Alors, je vous remercie et je remercie également la chaîne BE24 pour ses efforts afin de pouvoir permettre le développement du potentiel de nos chers concitoyens. Alors, c'est un plaisir pour moi d'aborder cet aspect-là du Made in Bénin. Et tout à l'heure, déjà, on a suivi quelques éléments qui montrent que le Bénin a vraiment un potentiel, que ce soit dans le domaine agricole ou etc. Le challenge, c'est quand on le perçoit déjà généralement, on l'observe, quand vous voyez quelqu'un généralement ici au Bénin, il a beaucoup plus tendance, inconsciemment peut-être, à préférer des produits venant de l'extérieur plutôt que de consommer ses propres produits. Et ce qui fait que généralement les entreprises créent des produits, ne sont pas consommés. Parfois, ils sont obligés de se délocaliser, même d'aller à Abidjan ou à Lomé. Je connais plein de personnes qui ont créé des entreprises au Bénin qui n'ont pas, entre guillemets, marché et qui ont décidé d'aller dans la sous-région et ça a commencé par prendre. Vous voulez dire que dans les pays limitrophes, dans les pays de la sous-région, on consomme plus le béninois qu'au Bénin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que peut-être c'est l'héritage colonial, ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Donc, quand le Béninois va ailleurs, dans un autre pays, étant donné qu'il est expatrié, ces produits sont favorisés par rapport aux produits des pays et du local, en fait. Donc, ce qui également correspond ici à ce qui se passe. Quelqu'un préférerait prendre peut-être une tomate en boîte qui vient de l'extérieur plutôt que de prendre ce qu'un producteur ici fait, ou prendre du riz peut-être qui vient du Pakistan ou de l'Inde. Comment analysez-vous cela? Non, c'est des faits qui sont réels, même au niveau des statistiques. Au niveau de l'INSAE, etc. C'est des faits qui sont réels et qui montrent que généralement, les entreprises béninoises peinent de plus en plus à écouler le produit, justement à cause de cette perception que le Béninois associe à ce qui est produit. Parce que dans l'inconscient collectif, le Béninois se dit ce qui vient du dehors est meilleur, de meilleure qualité. Et également, s'associer par exemple à une marque. Parce que nous avons des gens ici au Bénin qui fabriquent des tablettes. Je ne vais pas citer des noms, mais c'est des choses qui sont réelles. Mais on préférait peut-être prendre une tablette venant des États-Unis plutôt que de prendre une tablette locale parce qu'on se dit que la qualité forcément n'y est pas, ou etc. Également, peut-être par effet de comparaison, on se dit je préfère avoir peut-être une telle marque et je m'identifie à ça plutôt que d'avoir une marque que personne peut-être ne connaît. Et qu'est-ce qui fait que généralement les gens pensent comme ça? C'est peut-être réellement d'une manière ou d'une autre. Et cet effet-là est là qui est que il faut valoriser ce qui est créé. Créer une entreprise, c'est bien, mais avoir déjà une idée de départ de la vision dans laquelle on s'inscrit quand on décide de créer son entreprise. Au Bénin. Alors, vous voulez dire que le Made in Bénin même, de façon générale, on doit corriger son image, c'est cela que vous mettez dans la promotion de l'excellence? Voilà, il y a une question de perception qu'il faut modifier auprès du consommateur béninois. Et cela va déjà au départ par
je vais dire, la culture de l'excellence au sein des entreprises béninoises. Quand vous voyez les standards, Oui. parce que le Béninois a besoin de relever son exigence en termes de standards et de produits, de qualité de service également vis-à-vis de la population. Parce que c'est ça qui fait que... Parce que le consommateur exige la qualité. Très exigeant. Le consommateur béninois surtout est très exigeant. Et également à moindre coût relativement. Mais quand même, met l'accent sur... Qualité et à moindre coût. à moindre coût, vous voyez. Donc il y a ce paradoxe qui fait qu'il va falloir vraiment mettre l'accent sur la qualité de ce qui est fait afin de pouvoir permettre à cette population béninoise de se rassurer que les produits qui sont fabriqués au Bénin sont des produits de très bonne qualité. De très bonne qualité. Vous allez voir, il y a des forums, des foires, etc. qui se font passer par là. C'est pour mettre l'accent sur ces produits-là. Et c'est vrai, il y a cette fierté-là qu'on a de voir les produits proposés passer par là par des jeunes entreprises. Mais au-delà de ce simple aspect, c'est de voir est-ce que le consommateur qui vient par exemple à ces stands, est-ce qu'il repart avec la ferme conviction que désormais il va s'abonner à cela. Et je pense qu'il y a également ce défi-là de la maîtrise de la communication. Parce que quand on parle aujourd'hui de leadership, il y a au niveau des entreprises, il y a le leadership entrepreneurial. C'est-à-dire, quand on incarne une vision, c'est un peu, entre guillemets, excusez-moi, mais c'est un peu comme une mode en fait. Quand vous décidez d'innover dans un secteur donné, vous êtes celui qui incarne en fait ce secteur-là. Donc, il faut pouvoir véhiculer par votre leadership également l'envie et l'engouement de la population de suivre votre tendance à vous. Oui. Il ne suffit pas seulement de créer le produit, le service. Oui. Que mettez-vous en fait dans la promotion de l'excellence dans nos entreprises? Voilà. Par rapport à cet aspect-là, il faut comprendre. Le défi réel, c'est de se recentrer en fait sur le challenge que l'entreprise a en lui-même. Parce que quand on parle d'excellence, c'est également déjà de commencer par bannir tout ce qui est blâme. Une entreprise qui prône l'excellence ne peut pas passer son temps à blâmer autrui. Blâmer les conditions des affaires, blâmer peut-être au niveau de l'État et le manque de subventions, etc., etc. Plus on passera son temps en tant qu'entreprise à trouver un bouc émissaire, moins on est dans l'excellence. Parce que produire des résultats, c'est ne pas blâmer et ne pas trouver également des excuses par rapport à cette capacité que l'on a de pouvoir emmener. Être à la recherche permanente de la solution. De la solution plutôt que de vouloir la mettre sur autrui. Travailler à l'interne, travailler sur cet aspect-là qu'on a et la maîtrise que l'on a sur la fabrication de ce produit, de ce service-là. Oui, parce que également... tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de l'État, vous avez en train de faire un état des lieux de comment est-ce que les produits, le Made in Bénin est consommé, c'est que c'est beaucoup plus consommé à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Vous avez dit que c'est parce que les consommateurs béninois n'arrivent pas à trouver dans ces produits-là de la qualité. Donc vous préférez plutôt que les entreprises, au lieu d'accuser les consommateurs, pensent à trouver la solution ou amener le consommateur quand même au sein de les entreprises. Nous avons ce que nous nommons généralement en coaching les cercles d'influence et les cercles de préoccupation. Là, passer son temps à justifier, à blâmer, c'est vraiment l'antidote de l'excellence. L'excellence, c'est se poser la question à soi-même, se recentrer sur soi-même, se dire, OK, voilà comment est-ce que le consommateur réagit, mais chez nous, qu'est-ce que nous devons améliorer afin de pouvoir permettre à cette population-là d'avoir accès beaucoup plus facilement à nos produits. C'est ça que vous appelez la promotion de l'excellence. Voilà, ça c'est un. L'autre chose également, c'est de pouvoir également permettre, je l'avais dit entre autres, une fois déjà sur ce plateau, permettre à des jeunes personnes qui sont dans l'entreprise de pouvoir innover. Également ça favorise l'entrepreneuriat. Permettre aux jeunes personnes qui sont dans l'entreprise d'innover. Et grâce à l'innovation, on prône également l'excellence. Grâce à la culture de l'entreprise également, grâce également à l'impact que l'entrepreneur a au sein de son entreprise, on favorise également la culture de l'excellence. Autre chose également, c'est de favoriser également la formation de son personnel. Parce que beaucoup d'entreprises, de plus en plus, heureusement, comprennent cela. Oui. Mais au départ, croyez-moi, et ça continue encore aujourd'hui, même si ce n'est pas encore beaucoup, il y a certaines entreprises qui sont réfractaires au fait de former leur personnel. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a un lien entre ce qui est fait, la qualité du produit, du service rendu, et la formation
au niveau du personnel de l'entreprise. Parce que tout cela rentre dans la capacité de l'entreprise à pouvoir cultiver son excellence, c'est pouvoir permettre au personnel de se faire former, que ce soit par des entreprises locales ou peut-être même les envoyer, si possible, à l'extérieur, afin de pouvoir se perfectionner, revenir en force, pouvoir mieux être compétitif sur Alors, le marché. vous êtes en train de revenir en quelque sorte sur ce que nous a dit hier M. Fitimé Tovodounon par rapport aux paramètres sur lesquels il faut donc se baser pour permettre aux consommateurs, pour amener le consommateur béninois à consommer le Made in Bénin, c'est-à-dire la qualité d'abord. Voilà. Donc, c'est la promotion de l'excellence qui va donc amener ces entreprises-là à mettre beaucoup plus de la qualité dans leurs produits, et histoire d'attirer davantage le consommateur. Oui, parce que je ne vous le cache pas, il y a beaucoup de personnes qui font de bonnes choses ici au Bénin. Et le seul défi qu'ils ont, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir relever beaucoup plus le niveau d'exigence qu'ils ont au sein de leur compagnie. Et parce que quand on veut faire les choses comme tout le monde le fait, et nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'informatique. Vous savez, un Chinois depuis sa maison vous concurrence sur Facebook, vous concurrence avec son entreprise en ligne, et facilement il voit qu'il y a une opportunité, il débarque avec des produits. Et peut-être vous pensez que vous êtes au summum, mais en réalité, vous faites du surplace. Parce que vous vous comparez à ceux qui sont autour de vous dans votre marché. Donc la qualité désormais, la concurrence désormais, elle est mondiale. Elle est mondiale, puisque vous êtes concurrencé, je vous l'ai dit, depuis le bureau, le Chinois, depuis son bureau, il vous concurrence ici au Bénin. Et vous êtes là, vous êtes envahi par des produits du jour au lendemain. Et tout simplement parce qu'il faut pouvoir mettre la barre beaucoup plus haute. Et cela passera aussi par la formation, non seulement au niveau du personnel, mais également l'auto-formation de l'entrepreneur. Merci beaucoup à vous, Géraud Popola. Je rappelle que vous êtes coach en entrepreneuriat. Merci de nous avoir détaillé tout ceci, de nous avoir démontré que par la promotion de l'excellence, on peut atteindre la qualité. Et la qualité, il ne faut pas se mesurer aux locaux, mais plutôt à l'international, puisque la concurrence, désormais, elle est mondiale. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Le grand rendez-vous continue avec vous, chers téléspectateurs. On va retrouver les autres savants. Alors, en se basant sur la définition d'un start-up hier de Dr Harel Zanou, qui est le président des start-up du patronat des start-up au Bénin, il disait qu'une start-up, c'est une entreprise en devenir. Alors, comment financer, comment motiver le financement d'une entreprise en devenir? Cela demande beaucoup plus d'assurance. Alors, quels sont les paramètres à impliquer, j'allais dire, bien sûr, dans le financement d'une start-up? C'est cela qu'on va voir tout à l'heure avec l'invité de Aniat Bello. Avec lui, ce sera tout simplement partage d'expérience, puisqu'il est développeur lui-même, donc dans le monde de l'innovation, vous comprenez tout ça. On va suivre d'abord ce reportage. On revient en plateau, c'est plutôt un commentaire sur l'image de Aniat Onifade Bello. On la confond souvent à une entreprise, même si elle n'en est pas une. Une start-up, comme le définit Steve Blank, est une organisation temporaire à la recherche d'un business model industriel et permettant une croissance exponentielle. Au Bénin, les start-up peuvent servir de fer de lance à l'économie. Et cela a d'ailleurs déjà commencé. Le plus grand défi est de rendre le projet viable. De l'idée à la concrétisation, ces nouveaux acteurs de l'écosystème numérique font feu de tout bois. Ils se sont d'ailleurs constitués en association pour fédérer leurs ardeurs et défendre leurs intérêts. Que peut-on entreprendre aujourd'hui sans financement? Pas grand-chose. Et c'est souvent à cette étape que beaucoup de start-upers baissent les bras, même si différentes structures privées comme publiques essaient de leur permettre de mettre le pied à l'étrier.
Et on revient en plateau avec Géraud Yessi. Il est analyste, programmeur, développeur. C'est ça, hein? C'est bien ça, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Ah oui, hein, analyste, programmeur qui va donc partager ses expériences en matière de financement d'une start-up, comment motiver les financiers, sinon les structures de financement à accompagner son projet d'entrepreneuriat. C'est cela d'ailleurs même qu'on va parler. Aniatoni Fadebelo, bonsoir. Bonsoir Hassim Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. J'aime bien votre rose en dominance ce soir. Comme il faut voir la vie en rose. La vie est rose chez les start-upers, on peut le dire ainsi. Pas vraiment. Pas vraiment. Ah d'accord. Puisque l'argent est le nerf de la guerre, comme on le dit, je ne suis pas sûre que la vie soit très très rose de leur côté, à moins que ce ne soit chez quelques-uns. On a quand même un développeur freelance sur ce plateau. Il est aussi consultant auprès de plusieurs start-up de la place. C'est donc à juste titre que nous avons fait appel à lui pour ce plateau sur le financement des startups. Hier, nous étions déjà revenus sur ce qu'était une startup et comment est-ce que se porte le microcosme des startups ici au Bénin, mais on se rend compte à chaque fois la question du financement revient. Alors, déjà, dites-nous, pour vous, est-ce que la plupart des start-upers qui se plaignent de ne pas avoir de financement le méritent vraiment? Ouais, ils le méritent et ils ont raison de se plaindre. Parce que je dirais que l'environnement n'est pas très dégagé. L'environnement béninois n'est pas très dégagé pour le développement des startups béninois, surtout quand nous prenons l'aspect financier. Parce que une startup peut pas, ce qu'on lui demande, c'est d'accroître plus rapidement. Accroître plus rapidement, ça ne peut pas se faire sans les financements. Et les financements, voilà, c'est ce qu'il y a de plus difficile à avoir au Bénin. Par exemple, parce que quand nous prenons les institutions financières, les conditions qu'ils mettent pour une start-up, c'est même pas encore une entreprise, c'est une entreprise en devenir. Les conditions qu'ils mettent n'encouragent pas, ne permettent pas aux start-upers de bénéficier des prêts au niveau des institutions financières, par exemple. D'accord, on reviendra sur ces conditions-là, puisque ça aussi, vous le maîtrisez, mais déjà dites-nous, on reproche souvent à ces startups-là de ne pas avoir une structure, c'est-à-dire un modèle de structure. Même si vous êtes une entreprise en devenir, il vous faut quand même un fil conducteur. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, le défaut qu'on reproche à ces startups? Ouais, je n'irai pas contre ce que vous venez de dire. Mais je vais quand même défendre les entreprises. Parce que souvent les startups, ça part d'une idée d'une personne ou bien d'un groupe de personnes qui sont peut-être du même domaine ou bien qui pensent que tel secteur peut être productif et ils s'y mettent. Ce n'est pas des gens, peut-être, dans une administration, on a peut-être besoin d'un comptable, on a besoin d'une secrétaire, ainsi de suite. Déjà au début de mon idée, ce n'est que moi seul qui mets de l'argent dans mon projet. Quitte à aller recruter des gens pour m'aider à faire ça, peut rendre la tâche beaucoup plus difficile. Du coup, certains start-upers se décident de faire tout eux-mêmes. Faire tout eux-mêmes les amène à ne pas être très efficaces. Par exemple, il n'y a aucune institution financière qui te donnera un prêt si tu ne présentes pas un bilan comptable correct. Le bilan comptable, il faut un comptable. Je ne sais pas si vous comprenez les difficultés que ces gens-là rencontrent. Mais par exemple, il y en a quand même qui disent qu'une start-up n'a véritablement pas besoin de financement, mais plutôt des services. C'est-à-dire qu'on mette en place une structure pour permettre à ces start-up-là de s'installer, par exemple, pour travailler. On met peut-être de la connexion et tout ce qu'il faut, en tout cas, pour permettre à une entreprise en devenir de travailler davantage sur son produit. Je suis totalement, disons, en partie d'accord avec vous. Déjà, même les mettre dans une condition d'incubateur, fournir de l'électricité, la connexion Internet, les outils de travail, quand même, c'est quand même des coûts. Oui. Et ce qu'on reproche, c'est qu'il n'y a pas assez d'incubateurs, il n'y a pas assez d'initiatives pouvant mettre en place, il n'y a pas assez d'initiatives, il n'y a pas assez d'incubateurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a plusieurs qui ont peur quand même de remettre de l'argent directement comme ça aux start-upers, mais préfèrent peut-être traduire ces financements-là en des services. Oui, et là, c'est beaucoup plus rassurant. Oui, il y a d'autres mêmes modèles qu'on souhaiterait même encourager. C'est chez ceux qui ont déjà
réussi dans le domaine. Par exemple, quand je prends le business angel, c'est très important pour les start-upers. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a déjà réussi dans son entreprise voit une idée d'une jeune entreprise, l'idée l'intéresse et il apporte comment on appelle, ses compétences, ses acquis auprès de... son carnet d'adresse aussi, voilà, son réseautage. Voilà, auprès de ce dernier et avec une contrepartie qui vont négocier, qui pourrait arranger aussi. Et lui dit, bon, je prends telle part et en échange, j'offre mes services, j'offre mon réseau. Il y a quelques cas comme ça, mais malheureusement, on souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives du genre. Donc déjà, si on s'en tient à ce que vous venez de nous dire sur ce plateau, le problème n'est pas que financier, c'est aussi un problème d'accompagnement. Mais c'est surtout un problème d'accompagnement. C'est surtout un problème d'accompagnement. Même quand on dit problème d'accompagnement, je pense que ça voile un peu l'aspect financier. Si j'ai de l'argent, je vais accompagner beaucoup plus facilement. Si. D'accord. Mais pour d'autres, quand on parle des jeunes startups, on vous demande souvent une garantie. Une garantie que vous n'avez pas, évidemment, parce que vous venez de démarrer. Ce problème de garantie, comment est-ce qu'on peut le contourner? Ce problème de garantie, c'est difficile à contourner. Personnellement, je pense que c'est difficile à contourner. La solution la plus adéquate pour moi, je pense, c'est d'aller vers un incubateur. OK. C'est pas si vous comprenez. D'aller vers un incubateur, ou rechercher sur des plateformes de financement participatif, vous déposez votre projet et les gens qui sont intéressés contribuent à la mise en œuvre de votre projet. Malheureusement, comme je le dis encore, au Bénin, par exemple, on n'a aucune plateforme de façon nationale. C'est vrai qu'il y a le FNPEJ qui soutient les jeunes. Il y a aussi, à la CCIB, il y a un programme Startup Valley qui est très bien, qui soutient les jeunes déjà dès l'université et qui les accompagne même dans le développement de leurs idées d'entreprise. Voilà. Donc, actuellement, c'est se tourner vers ces structures-là, cette structure nationale, la FNPEJ et la CCIB, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent se faire encadrer. Voilà. Mais déjà pour la CCIB, je dis déjà que c'est purement pour les étudiants ou les étudiants en train de finir leur formation. Oui. Et encore que là, il y a certains domaines qu'ils ont ciblés. D'accord, tous les domaines ne sont pas concernés. Voilà. Et je pense aussi que c'est assez logique parce qu'il y a des domaines qui ont besoin de moins de financement que d'autres. Quand je prends le domaine du numérique, l'investissement n'est pas très, très, très grand. Or, le retour sur investissement est énorme. Je pense qu'on ne va pas se contredire sur ça, sur ce plateau. C'est bien sûr, on vous laisse, le dire. Vous gagnez beaucoup là. Voilà, votre compte doit être plein quand même, je comprends. Comme le disent les Nigérians. Mais là, je pense qu'il faut vraiment y travailler et permettre à ce que l'État ait beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'arguments de votre part pour pouvoir mettre en place des incubateurs dignes du nom, histoire de mieux vous accompagner. Encore que, je me demande à Surmgaba, et là j'aimerais avoir votre avis, entre l'incubateur ou un accélérateur de start-up, lequel vous préférez? Réfléchir, moi je dirais un incubateur. Oui. Parce que ça dépend des conditions de départ que j'ai mis en place avec l'incubateur. Et j'ai la possibilité d'avoir la même mise sur mon projet, de discuter de l'évolution étape par étape du projet avec mon incubateur. Il ne me prend pas grand-chose. Je suis maître moi-même de mon idée. Il m'accompagne juste avec son expérience pour me dire telle idée que tu as, tu pourrais le faire comme ça. Oui. Mais l'accélérateur, je pense que je dois déjà atteindre un niveau donné avant qu'on me donne un coup de pouce. Voilà. Donc, je pense que les deux sont plutôt complémentaires. Donc, mais l'incubateur en première position. Oui, et après. D'accord. En même temps, dès que vous êtes incubé et vous commencez par évoluer, d'autres personnes, en vous voyant, peut venir vers vous. Et là, vous avez votre coup d'accélérateur qui permet de vraiment booster. D'accord. Ce qui est sûr, le plus important, c'est d'abord de défendre son idée et savoir le présenter aux investisseurs. C'est aussi à ce niveau que les start-upers sont défaillants. Ce n'est pas toujours évident pour eux de pouvoir défendre leurs idées et montrer à l'investisseur que c'est important de pouvoir financer ce projet.
Peut-être que ce n'est pas son projet. Parce que comme on le dit souvent, ce qui se conçoit très bien, c'est non clair, très clairement. Ouais. Donc, je me dis, si c'est son projet, vraiment, il devrait pouvoir avoir... On dirait qu'on ne se comprend pas. Pour moi, c'est vrai, c'est une idée. De l'idée à la réalisation. L'investisseur n'est pas là seulement pour l'idée. Il veut voir le côté marketing de la chose, le retour sur investissement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir des consultants qui vous accompagnent à rendre le projet budget? Justement, je suis totalement d'accord. Tout ça, c'est au niveau incubation. Tout ça, c'est au niveau incubation. Puisque de toute façon, même l'incubateur va te demander un business model. D'accord. Déjà avant de faire ce truc-là. Et même le business model, même je dis même déjà le business model, même là, l'élaboration est coûteuse. Et l'élaboration est coûteuse. Du coup, les start-upers sont, en tout cas au Bénin, sont beaucoup liés. Et voilà. Dans mon domaine, par exemple, on peut encourager l'initiative de, je ne sais pas si je peux appeler un nom sur le plateau. On va éviter. Parler déjà de l'initiative. L'initiative, c'est... Qui consiste à faire quoi? Qui consiste à prendre des entreprises ou bien des idées dans le secteur numérique et de les encadrer. Lui-même a déjà réussi. Allez, vous allez suivre le journal avec nous. Nadège Tsani est déjà en place. Il est 19h45 sur le grand rendez-vous. Ciao. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du soir. La tuberculose n'est plus une maladie redoutable. Les acteurs du système sanitaire des pays africains travaillent avec ardeur pour éradiquer le mal. Plusieurs experts du domaine sont à Cotonou. Le commerce inclusif est une activité rentable qui crée de l'emploi aux populations à faible revenu. Quelles politiques doivent être mises en place pour faire de cette inclusion une réalité pour notre économie? On en parle dans un instant. Les artistes sont les premiers entrepreneurs qui vivent de leur art. Le promoteur de l'espace culturel Africa Sound City veut aider les femmes à exceller dans le domaine, une manière à lui de célébrer la femme en ce mois de mars. À l'instar de l'Organisation mondiale de la santé, les pays africains affûtent aussi leurs armes pour lutter contre la tuberculose d'ici 2030. Les experts y travaillent, ils sont à Cotonou pour se pencher sur la thématique en vue de formuler des recommandations susceptibles de réduire le nombre de cas enregistrés dans les pays participants. Louis Koudogbo et nos compatriotes. Un tiers de la population africaine souffre de la tuberculose. Dès qu'on voit qu'on tousse, dès qu'on voit qu'on perd du poids et qu'on a moins de force, mais surtout la toux. Et surtout si la toux en plus a des crachats un peu avec du sang dedans, alors là il ne faut pas hésiter. Ainsi se présentent quelques signes précurseurs de la tuberculose. Maladie infectieuse, elle se manifeste sous deux formes. La tuberculose pharmacorésistante et l'infection tuberculeuse latente. Le premier cas, la tuberculose pharmacorésistante, en fait, c'est une tuberculose qui ne répond pas au traitement classique. Et cette forme de tuberculose constitue de plus en plus un danger pour la plupart des pays parce que le traitement, il est lourd, il est souvent émaillé d'effets secondaires au niveau du malade, mais c'est un traitement qui coûte excessivement cher. En finir avec la tuberculose sous toutes ses formes d'ici 2030, la chose est bien possible si toutes les recommandations de l'OMS sont mises en œuvre. Des recommandations que 45 pays d'Afrique tentent ici de s'approprier pour une lutte encore plus efficace. Et nous sommes accompagnés dans cet atelier par des experts qui sont venus de différentes entités de l'OMS et beaucoup d'autres partenaires qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse avoir vraiment ce cadre, discuter de ces nouvelles recommandations et aider les pays donc, à mettre en pratique ces nouvelles recommandations pour espérer en finir avec la tuberculose d'ici 2030 comme le veulent les chefs d'État qui se sont réunis en septembre 2018 à New York. Au plan mondial, 10 millions de nouveaux cas sont enregistrés par an. Au Bénin, les chiffres sont moins inquiétants. Si on veut parler des tuberculoses, toute forme, on a à peu près 4000 cas de tuberculose chaque année. Nous avons à peu près en moyenne 20 cas de tuberculose pharmacorésistante que nous prenons en charge. Mais ces 20 cas, c'est petit, mais c'est quand même
C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de moyens. Bien sûr, on ne peut pas traiter tout le monde. Il y a des gens à traiter en priorité, notamment les enfants qui ont moins de 5 ans. Après, les personnes qui sont dans des statuts immunitaires un peu difficiles, comme les patients qui vivent avec l'infection du VIH, ou des patients qui sont diabétiques, ou des patients qui sont immunodéprimés, qui ont moins de défense. Ceux-là, il faut les traiter en priorité. C'est donc parti pour 4 jours d'échanges. Des échanges qui permettront de réduire les cas tuberculeux d'ici 2030. Le commerce inclusif, un concept peu connu du grand public et pourtant, c'est un commerce dont les acteurs tirent le maximum de profit. Le directeur départemental de l'industrie et du commerce de l'OME revient ici sur le concept. Le commerce, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'acheter un bien, un produit, un service, dans le souci de réaliser un profit, un bénéfice. Mais quand on parle de la notion d'inclusion, vient ajouter quelques éléments. Certains mécanismes sont mis en place pour que les populations à faible revenu puissent profiter des fruits de ce commerce-là. Ce commerce contribue à une répartition équitable du revenu, du fruit de l'effort. Par le passé, dans le secteur de l'anacarde, par exemple, les producteurs, les collecteurs étaient un peu plus lésés. Mais le fait qu'on a organisé au mieux cette filière a permis désormais que les collecteurs, les producteurs, jusqu'aux exportateurs, tous, chacun en ce qui le concerne, profitent maintenant du fruit de ce travail-là. C'est ça la notion du commerce inclusif. C'est un commerce qui se veut beaucoup plus juste, plus équitable, qui est un peu plus humain. Aujourd'hui, par exemple, on parle de microcrédit aux plus pauvres. Ces microcrédits induisent la notion d'inclusion financière. Cette notion d'inclusion financière va directement avec la notion de commerce intégré, où les gens sont obligés de travailler ensemble pour pouvoir dégager des bénéfices. Et c'est les plus pauvres, les plus marginalisés qui devraient être marginalisés, doivent profiter maintenant de façon équitable. Quand on parle d'équitable, ça ne veut pas dire égalité. Chacun doit profiter du fruit de l'activité à la hauteur de sa contribution, de ce qu'il a apporté dans la production finale. Africa Sun City célèbre les femmes musiciennes béninoises à l'occasion de la journée du 8 mars. Le promoteur de cette organisation culturelle a offert au public les performances artistiques de Kabiesi, un groupe de femmes artistes béninoises. L'initiative vise à former 10 femmes artistes en entrepreneuriat en milieu musical. Miché Elegbe, Patrick Adjagoudjou. La femme artiste béninoise est célébrée. C'est dans une parade musicale que ce quintet de femmes musiciennes a offert au public du bon son et leur savoir-faire artistique. Kabiesi, un groupe de femmes artistes béninoises, choisi par l'initiateur de cette soirée pour dévoiler le contenu de son projet. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, entreprendre dans la musique, ce n'est pas facile. Et qui plus est, pour les femmes, ce n'est pas une chose évidente. Donc, pour avoir des grandes femmes, des femmes de grande valeur, comme Angélique Kidjo, comme Nina Simone, comme Aïcha Kone, comme Maïga Makeba, il faut un travail. Et ce travail, ça passe par les formations. Former une nouvelle classe de femmes artistes capables de faire de la musique une industrie culturelle d'affirmation de soi et d'éclosion des talents. Pour impacter plus de femmes, l'artiste musicien Djababa offre à 10 femmes artistes béninoises une formation d'1 an. Son objectif, aider ces femmes à développer le sens du rythme et de l'excellence dans la pratique des instruments de musique. Nous allons leur administrer des services de formation en coaching vocal, en pratique d'instruments de musique de leur choix. On va les former dans la gestion des droits d'auteur. On va les former dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'elles ont ça en elles, mais on va leur donner plus d'outils pour pouvoir fructifier ces produits de qualité qu'elles seront plus tard. La musique est un art
un art que ces femmes artistes veulent maîtriser pour réussir l'entrepreneuriat en milieu musical. Au Nigeria, le gouvernement de l'État d'Edo dotera 100 écoles en zone rurale d'installations solaires électriques. Ces installations de 1,5 kVA ont été développées par les jeunes de la communauté réunis au sein du Hub d'innovation d'Edo. C'est un projet qui est aujourd'hui une réalité grâce à l'appui financier du gouvernement. Les autorités envisageaient d'explorer des sources alternatives d'énergie tout en mettant à contribution la jeunesse locale. 50 jeunes recrutés dans les zones bénéficiaires suivent également une formation afin de pouvoir maintenir et entretenir ces installations électriques. Les startups se développent de plus en plus au Sénégal. Elles investissent dans des secteurs comme le e-commerce et le marketing digital. Cependant, cette rencontre des difficultés en matière de financement de leurs projets. Jeanne Dio. Dans l'optique de révolutionner la vente et l'achat sur le net au Sénégal, Omar fait partie des jeunes entrepreneurs qui ont embarqué sur le navire de rêve. Rêve devenu réalité pour le start-upper et ses deux associés qui emploient 20 jeunes. Il y a eu un besoin qu'on a essayé de satisfaire. Pourquoi? Les Sénégalais veulent tout le temps acheter quelque chose qui vient de l'extérieur et ils sont tout le temps sur Internet et donc ils voient des produits sur Internet qui sont en France ou aux États-Unis ou en Chine, n'importe où dans le monde et qu'ils ne peuvent pas se procurer. Pourquoi? Parce que, premier problème, ces sites-là ne livrent pas au Sénégal. Deuxième problème, ils n'ont pas de carte bancaire pour pouvoir acheter sur ces sites. Les colis viennent de partout dans le monde. Si la start-up a bénéficié d'un financement quelques années après sa création, Wikeri a démarré sur fonds propres. La finance, une des problématiques des start-up. C'est le financement, mais bon, a posteriori, je me rends compte que c'est plus un problème d'accompagnement et on va dire, de formalisation des start-up. Parce qu'une start-up, pour qu'elle grandisse vite, elle doit d'abord être formelle et après calquer son modèle économique sur ce business plan de départ formel. On se rend compte que la majorité des start-up sénégalaises sont dans l'informel. Et quand on est dans l'informel, on a donc des problèmes pour aller trouver de l'argent. De sa propre poche, cette autre start-up a relevé le défi. En salle, le responsable marketing d'un comparateur de sites explique aux développeurs commerciaux et community managers l'enjeu du marché. On reprend les sites de vente en ligne qui existent déjà au Sénégal, mais aussi dans 9 pays, et on les regroupe en fait sur notre comparateur en ligne. Et ça permet aux utilisateurs de pouvoir comparer les prix sur les différents sites et sur les différents objets. On est en Côte d'Ivoire, on est au Cameroun, Nigeria, Ghana, Maroc, Afrique du Sud, Tunisie. Un futur radieux, ces start-upers pensent qu'ils en ont. Cependant, il faut un préalable. L'avenir, c'est aujourd'hui comment commencer à capter les flux qui se passent à l'international, comment exporter nos produits. C'est juste de la technologie. Aujourd'hui, il n'y a plus de disparité dans la manière dont on traite les choses. Une entreprise sénégalaise qui travaille bien, qui propose un produit de qualité, il n'y a aucune raison que ce produit-là ne puisse pas fonctionner à Los Angeles. Et c'est ça qui est un changement total. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'Internet. Ce jeune homme à côté de moi, il n'a rien à envier à ceux qui développent des sites comme Facebook. On va dire qu'Internet redistribue les cartes. C'est à nous, jeunes Sénégalais et jeunes entrepreneurs, de savoir comment s'approprier le terrain. De plus en plus de jeunes entrepreneurs investissent plusieurs secteurs comme le e-commerce, le e-logistique, le fintech ou le marketing digital. Booster ces startups, c'est faire du Sénégal sous peu un véritable hub technologique. Plusieurs entreprises d'Afrique bénéficieront dans les jours à venir d'un financement de 34 millions de dollars, soit environ 17 milliards de francs CFA du Royaume-Uni. Ces fonds vont permettre aux populations d'avoir accès à une énergie propre et abordable. Ce financement ira principalement au profit des initiatives de mini-réseaux, d'installations solaires et de bioénergie. Il permettra d'accroître le nombre de mini-réseaux fonctionnant aux énergies
énergies renouvelables sur le continent. L'octroi de ce financement entre dans le cadre de l'engagement pris par le Royaume-Uni lors de la COP 24 d'injecter 130 millions de dollars, soit environ 65 milliards de francs CFA, afin de supporter le développement des solutions d'énergie renouvelables en Afrique subsaharienne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Et merci beaucoup à vous également, Nadège Sani, de l'avoir présenté. Nous l'avons suivi avec beaucoup de plaisir. Nous avons tiré beaucoup d'informations. Allez, on va y aller, chers téléspectateurs. On va continuer. On va à l'hôpital, carrément. Oui, c'est nature et bien-être. Bienvenue sur Nature et Bien-être. Ça parle ce soir de la rubéole. Ben, c'est quoi en réalité cette maladie? Ça ressemble un peu à la rougeole, paraît-il, mais on verra. Est-ce que c'est plus grave que la rougeole ou la rougeole plus grave que la rubéole? Tout ça, c'est à voir avec l'invité de Yasmine Damata dans un instant, juste derrière cet élément. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme face à une possible épidémie mondiale de la rougeole. La maladie virale hautement contagieuse dont on n'appelle pas le nom dans la tradition africaine. Non, on n'appelle pas son nom comme ça. Mais selon la tradition, ils ont un nom. Et peut-être l'enfant, ou bien comme si nous. On a encore ton mot, quoi. C'est parce que depuis les anciens, ils ont donné un nom pour la rougeole. Et c'est un grand respect. Et même, il y a des gens qui font ça, peut-être, les hébreux vaudounas, quoi. Donc, ils l'ont respecté. Moi, mon papa a fait ça pendant 11 ans. Bon, après 11 ans, ouais, donc, il a trop souffert. Les premiers symptômes apparaissent généralement 8 à 12 jours après l'exposition au virus. Une forte fièvre, les narines qui coulent, les yeux rouges et de petits points blanchâtres à l'intérieur de la bouche. Voilà comment les parents reconnaissent la rougeole. Et lorsque l'un de ces signes apparaît, certaines mères font usage de plantes médicinales, mais il est aussi primordial de consulter un médecin, ajoute-t-elle. Il vaut mieux aller à l'hôpital pour faire des analyses pour mieux détecter ça. La rougeole peut entraîner de graves complications, notamment la perte de la vue, l'inflammation aiguë du cerveau, la diarrhée sévère, l'infection des poumons, en particulier chez les enfants malnutris. Mais toutes ces pathologies dues à la rougeole sont évitables grâce au vaccin pour prévenir le mal. C'est une maladie grave. Il vaut mieux faire les vaccinations et surveiller des enfants de près parce que c'est contagieux. Le virus de la rougeole, de la même famille que le virus des oreillons, redouble de virulence à la grande inquiétude de tous. Près de 229 000 cas ont été signalés dans le monde en 2018, contre environ 170 000 en 2017, soit une augmentation de 59 000 cas en une année, malgré l'existence d'un vaccin sûr, efficace et peu coûteux. Ah oui, hein, une augmentation de 59 000 cas, on dirait
c'est en train d'atteindre une proportion épidémique, on peut le dire, n'est-ce pas, Monsieur Koudjo Tokpanou? Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. On peut dire que rubéole et rougeole ont atteint un niveau épidémique désormais? Non, je pense qu'il faut faire la part des choses. Oui. Rubéole n'est pas égal à rougeole. À rougeole. Voilà, c'est deux maladies sœurs, mais différentes. Ah oui, voilà. Elles sont sœurs quand même. Voilà. C'est ça. Bonsoir, Yasmine Damata. Bonsoir. La pleine forme ce soir? Oui, la pleine forme, je partage votre forme. Hein. Oui, sans rubéole, sans rougeole. On a la pleine santé. On peut remercier Dieu et rendre grâce à Dieu et avec oui. tout ce qu'on a entendu tout à l'heure dans ce reportage de Heureuse Danondé. Il y a question de s'inquiéter et d'être très très éveillé. Cette fois-ci, surtout par rapport aux enfants et à nous-mêmes, parents, pourquoi pas. Et parlons d'éveil, c'est pour ça justement qu'on a voulu parler de rubéole sur ce plateau avec Dr Tokpanou Kodjo qui va un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est que la rubéole. Je voudrais bien rectifier, Dr Tokpanou Kodjo. Hein. Autant pour moi, docteur. Voilà. Et pour répondre à votre question, d'entrée de jeu, je me permets de vous dire merci, de vous remercier pour cette invitation sur votre plateau qui permet aux spécialistes de s'adresser à la population pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. La rubéole, comme je disais à l'entame, on peut dire que c'est la maladie virale sœur de la rougeole. Toutefois, elle n'est pas aussi grave que la rougeole dans ses manifestations. Ah, d'accord. Comment elle se manifeste alors? Voilà, donc la rubéole, on peut dire que c'est ce qu'on peut également appeler la rosette épidémique. Quand on dit rosette, on dit petite rose. Voilà, alors que par rapport à la rougeole, c'est un peu plus grand. Donc, c'est la rosette épidémique qui est due, comme la rougeole, également à un virus. Donc, c'est une maladie virale qui se manifeste également comme la rougeole avec une fièvre. Donc, c'est également une fièvre éruptive. Voilà, donc, et la rubéole est due au virus, si je vais parler un peu technique, c'est la famille des rubivirus. Ça, je m'adresse aux sachants. Voilà, aux sachants vraiment. Voilà. Maintenant, comment ça se manifeste? Il faut dire qu'elle va se manifester également par une fièvre. Une fièvre avec l'apparition de petits boutons sous forme rose, bien voilà, couleur rose, rouge. Ça dépend de la couleur de votre peau aussi. Voilà. Et qui va commencer d'abord au niveau de la tête et s'étendre après sur le reste de votre corps. Et au fur et à mesure que l'extension se fait, c'est au niveau du visage? Non, pas le visage, pas le visage. Souvent au niveau du cou ou derrière les oreilles. Contrairement à la rougeole, c'est juste, ça commence par les oreilles. Par les oreilles. Et la rubéole, c'est au niveau du cou. Voilà, et ça va s'étendre vers le reste du corps. Mais au fur et à mesure que l'éruption s'étend, les plus anciennes disparaissent. Ouais. Donc le cou disparaît, voilà. Mais il y aura sur le corps. Et ça continue sur le corps. Pendant combien de jours? Ça dépend. Il faut dire que quand vous entrez en contact avec le virus, vous avez une phase d'incubation, c'est-à-dire la période qui sépare le contact avec le virus du moment où vous commencez à faire les premiers signes. Ça va de 10 à 23 jours. Vous avez une dizaine de jours jusqu'à 23 jours pour commencer par développer les premiers signes. Et il faut dire également que cette phase ne dure pas longtemps. Cette phase de fièvre et éruption, ça ne dure pas trop. Ça va durer juste 5 jours et commencer par se régresser. Et cet enfant peut guérir spontanément de sa maladie. Parce qu'il aurait été déjà vacciné, c'est ça ou non, pas vraiment. On peut avoir une auto-guérison de sa rubéole. Et en ce moment, quand vous avez fait la maladie une fois, vous faites ce qu'on appelle une immunisation. C'est-à-dire, plus jamais, dans les conditions normales, vous n'aurez à faire une nouvelle fois cette maladie. Quand vous parlez de conditions normales, il y en a d'anormal? Oui, il y en a d'anormal. Il y en a d'anormal parce que si à un moment donné, votre immunité arrivait à prendre un coup, si on prend un cas de personnes immunodéprimées par le VIH, ou bien par le diabète, ou bien par un autre traitement, et que votre immunité baisse, ce virus peut ressurgir, peut revenir. Mais tant que vous avez une bonne immunité confortable, soyez sûr que vous ne ferez plus la rubéole si en temps vous l'avez déjà fait. Mais ce n'est pas le cas de la rougeole. Hein? La rougeole aussi, elle est immunisante, mais il faut faire une vaccination. N'est-ce pas? Et entretenir la vaccination pendant un bon moment quand même pour que l'immunité
s'installe. Sinon, c'est souvent, les maladies virales sont souvent des maladies immunisantes. Voilà. D'après nos recherches, il est dit que la rubéole, elle est grave pour la femme enceinte et son fœtus. Vous en dites quoi, docteur? En effet, la rubéole, c'est là où sa particularité intervient. Elle est grave pour la femme enceinte et son fœtus. En effet, si une femme enceinte, dans le premier trimestre de sa grossesse, de sa conception, attrape le virus de la rubéole, son fœtus court un danger. D'abord, elle-même court le risque d'avoir à faire de fausses couches. Ah oui? Elle peut perdre ses grossesses. Elle peut faire de fausses couches. Ensuite, le fœtus peut également manifester des malformations. Ça peut être des malformations congénitales à type de cardiopathie, à type de surdité congénitale. Donc, vous mettez au monde un enfant qui déjà présente des problèmes de cœur. Voilà. Vous mettez au monde un enfant qui n'entend pas ou qui naît sourd-muet. Ça peut être la conséquence d'une infection de rubéole au cours de la grossesse. Ça, c'est le premier trimestre. Mais quand on dépasse ce premier trimestre et qu'on va vers les 20e semaine de grossesse, même si la femme contractait le virus, les dangers sont moindres. Et également, en fin de grossesse, vous comprenez également que les dangers sont aussi moindres. Donc, c'est la période critique. Elle est constituée donc par cette période du premier trimestre de la grossesse. Donc déjà, au premier trimestre, il faut que la femme aille se faire diagnostiquer. Il faut qu'elle fasse des analyses pour savoir. Même avant la grossesse, les précautions à prendre, c'est que même dans le bilan prénuptial ou dans le bilan de la grossesse, il faut demander la sérologie de la rubéole. Bon, souvent, ce n'est pas surprise. Hein? Il y en a qui parlent d'accidents. Oui. Quand les grossesses arrivent, non, on n'a pas le temps d'aller faire quand même ces analyses-là. Non, je suis d'accord avec vous, mais ce qui est fait dans le bilan de la grossesse, la sérologie au rubéole est demandée de façon systématique. Voilà, ah oui, oui. Ça rassure. Voilà. Si on a un conseil, s'il y a un conseil à donner aux couples qui veulent se constituer, c'est forcément dans les aventures amoureuses qui se permettent déjà de faire la sérologie de la rubéole avec les autres, VIH, torso et autres. Voilà. Mais la rubéole, c'est capital à faire. Quand la femme elle est enceinte déjà les 3 premiers mois et qu'on sait déjà qu'elle a la rubéole, on peut déjà traiter. Avec quoi? Non, et on ne fait rien. On suit. On suit. Parce qu'à cette étape, on ne peut plus vacciner une femme enceinte. Quand la femme tombe enceinte, on ne peut plus la vacciner. Non, on ne peut pas la vacciner. Il y a une raison. Parce que le vaccin contre la rubéole est issu du virus de la rubéole vivant atténué. C'est comme on veut guérir le mal par le mal, mais on diminue la force du mal, du germe. Pour que l'organisme puisse l'attaquer. Non, pour que rentrer dans l'organisme puisse l'accepter, mais pas en tant que germe vivant, destructeur, mais comme un germe qui va entretenir le système immunitaire de l'organisme à produire des anticorps contre le virus même en entier quand le virus allait arriver. Mais vous savez que la grossesse, c'est un état d'immunodépression de la femme. Oui. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que dans les conditions normales, la grossesse aussi est une condition, entre guillemets, anormale pour l'immunité de la femme. Donc, si vous injectez, si vous faites vacciner une femme enceinte, vu que son état d'immunité n'est pas assez fort, le virus va gagner sur l'organisme. Donc, vous allez donner la rubéole à cette femme avec les complications que cela Mais certaines femmes, déjà, j'ai eu une amie qui a perdu 4 grossesses. Elle a fait 4 fausses couches parce qu'elle avait un niveau de rubéole élevé. Oui, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit une infection. Donc, pas que la malformation, mais elle peut perdre un bébé. Des fausses couches aussi. Elle peut perdre ses grossesses, des grossesses perdues à répétition, des fausses couches multiples. Et jusqu'au moment où on va faire le diagnostic, c'est la rubéole. Et là encore, il n'y a pas un traitement. On va espérer que la femme puisse immuniser. Il n'y a pas de médicaments à lui donner? Non, il n'y a pas de médicaments spécifiquement orientés contre le virus de la rubéole. Donc on en guérit, tout simplement. On peut en guérir. Et quand vous guérissez de votre rubéole, vous avez une immunisation à vie. À vie? Exactement. Ah ouais. C'est-à-dire que vous avez la chance de ne plus faire cette maladie une prochaine fois. Une prochaine fois. Oui. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci, docteur Assoum Gaba. On n'a pas épuisé les informations avec le docteur, mais on va y revenir d'ici demain peut-être. Oui, si le docteur nous dit oui.
Je reste disponible, sauf que il faut bien le faire. On a compris, docteur. D'accord. Donc, rendez-vous demain avec les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Allez, on continue avec vous, chers téléspectateurs. On va sur la toile cette fois-ci pour nous informer de l'actualité. C'est l'ActuWeb. Allez, merci de nous retrouver sur la toile et en même temps sur le grand rendez-vous. Ça s'appelle l'ActuWeb avec Adonis Bohum. Bonsoir Adonis. Bonsoir Siom. On vous retrouve ce soir avec l'information concernant Stan Torrent, le regretté Stan Torrent, dont la dépouille est déjà à Cotonou depuis hier. Oui, vous avez déjà donné l'information. Pour ça, chers téléspectateurs, la dépouille de Stan Torrent, le roi du King System, est arrivée à Cotonou hier à 21h. La dépouille a été accueillie par sa femme et le ministre de la Culture, Osvaldo Meki. Nous allons juste retenir 3 commentaires d'internautes par rapport à cela. Evelyne Zinsou, tout homme passera, c'est pourquoi profitons de chaque jour pour changer nos mauvaises habitudes pour plaire au Christ Jésus. Ah oui. Sommet Emma Keynes, dépouille d'un artiste international sur un troller triste, mon pauvre pays, rip l'artiste. Et on finit par Meidon Liwenu, paix à son âme, il est venu en France pour les soins, son retour au pays, il se retrouve comme ça, l'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien, c'est ça, et on va continuer de dire nos condoléances au monde culturel. Oui, au monde des artistes surtout. Et surtout à la famille Torrent, pourquoi pas. On continue avec vous, chers téléspectateurs, et sur l'ActuWeb, on parle maintenant d'un challenge sur la toile Trash Challenge. C'est quoi déjà ça? En fait, comme le nom le dit, trash, ça veut dire poubelle déjà. Challenge. En matière de challenge, les réseaux sociaux sont capables du meilleur comme du pire. Oui, démonstration avec comme le meilleur, démonstration avec le Trash Challenge, qui en quelques jours à peine est devenu un phénomène de tout ce qui est le plus viral et le plus intelligent. Le principe c'est simple. Il faut repérer un endroit qui est sale, vous prenez la photo de l'endroit qui est sale et vous prenez maintenant une autre photo après l'avoir nettoyé pour montrer que vous avez nettoyé la place. Waouh! Ah, mais Cotonou sera propre. Eh bien, c'est beaucoup de personnes. Que ça prenne, oui, mais en fait, c'est parti d'une petite publication sur Reddit, mais beaucoup de personnes qui se sont livrées à cela un peu partout dans le monde. Dans le monde? Oui. Mais pas encore à Cotonou, j'en ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. À part Coronine et tout. Téléspectateurs pouvaient être le premier à le faire peut-être. Prenez juste, à Cotonou ou bien à Dassa, à Parakou, ou bien dans le Bénin. Prenez juste une photo d'un endroit sale et maintenant, après avoir nettoyé l'endroit, vous prenez une photo de l'endroit propre. Ça me donne une idée d'aller à Zongo demain, quoi. Faire mon premier Trash Challenge. En nettoyant un peu Zongo. Donc, quand vous finissez de faire, mettez juste, quand vous avez fini de publier la photo, mettez le hashtag Trash Challenge. Trash Challenge, oui. Superbe. Et puis, le web qui fête 30 ans. Ouais, 12 mars, il y a 30 ans est né le web. Une invention de Tim Berners-Lee, qui est un chercheur britannique au laboratoire européen de la recherche nucléaire. Et lui-même, il est toujours là? Il est toujours là. Et il célèbre les 30 ans avec nous. Bon, Internet occupait déjà une place de plus en plus importante pour les échanges d'informations. On va faire un peu d'histoire, notamment dans les milieux universitaires. Certaines technologies associées à tort aujourd'hui au web existaient déjà à l'époque. Il faut rappeler que l'email est venu en 1965. Les groupes, newsgroups, les premiers systèmes de forum électroniques ont été inventés en 1979. Le projet de Tim Berners-Lee qu'on utilise actuellement a permis d'associer les liens hypertextes avec un format de document universel qui serait lié entre eux. Ainsi est créé le 3W ou le World Wide Web, dont le premier site qui a été créé en 1991 est encore accessible. Ah oui. C'est lequel? Vous aurez donné le lien plus tard. Le premier navigateur ne fonctionnait que sur les ordinateurs NST, Netscape. Mais c'était dans les années 1992, pour ceux qui ne savent pas un peu trop l'histoire du web. L'ordinateur qui est à votre chambre à coucher. Oui. Vous imaginez? Il faut savoir. La dimension de votre bâtiment. C'est en 1993 que le World Wide Web est devenu un peu plus public, permettant à chaque personne de pouvoir héberger les sites web à travers ce web. De 10 sites web en 1992, on est passé à 500 en fin 1993.
Maintenant, on a déjà dépassé la barre des millions depuis 1997. Ah oui. Maintenant, il y a une chose qu'on doit savoir. Beaucoup de personnes font l'amalgame, confondent Internet et Web. Le Web. Oui. C'était il y a 30 ans que le Web est né. Mais réellement, c'est quoi l'Internet d'abord avant d'aller sur le Web? L'Internet, c'est un réseau informatique qui permet, un réseau informatique sur lequel circulent des informations à travers différents protocoles de communication. On peut l'appeler encore le réseau des réseaux, car il s'agit en fait de relier entre plusieurs différents réseaux informatiques. Tandis que le web, comme on l'a dit, c'est juste des pages, un système de pages reliées entre elles, qui sont accessibles en utilisant Internet. Internet, voilà, on utilise l'Internet pour accéder bien sûr au web, qui sont donc des pages reliées. Mais il faut savoir qu'en 2019, il y a beaucoup de principaux défis dont Tim Berners-Lee a dit que le web est en train de faire face. Il y a d'abord l'utilisation des données personnelles, la division des données personnelles, parce qu'au début, ce n'était pas ce qu'ils envisageaient avec le web. Il y a aussi les fake news et autres. C'est ça qui a dénaturalisé. Voilà donc les difficultés qu'il faut surmonter, ou c'est les effets secondaires de la création du web, tout simplement. Surtout, oui. Voilà. Merci à vous, Adonis, pour ces informations que vous êtes allé chercher pour nous sur la toile et puis le web qui fête ses 30 ans. Trash Challenge et puis les hommages à Stan Toron qui vont continuer très bientôt. Merci à vous. On continue avec vous, chers téléspectateurs. Ah oui, pratiquement à la fin de ce grand rendez-vous. Oui, c'était l'actu web. On passe maintenant au tableau de la météo pour la seconde fois sur ce grand rendez-vous. Allez, nous saluons tous nos téléspectateurs d'Abomey, puisque c'est la ville qui est à l'honneur aujourd'hui à travers la météo et la carte postale. Vous l'avez vu. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour le grand rendez-vous de ce soir. Demain, 19h00, Agnat Onifade Bello sera avec vous aux commandes bien sûr de votre émission à partir de 19h. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous déjà dès lundi pour une nouvelle semaine. Pour le moment, je vous souhaite de passer une très bonne suite des programmes sur BB24. N'oubliez surtout pas de suivre à partir de 21h le forum du jour. Bonsoir chez vous.